Je remercie toutes et tous d'être venus ici ce soir, à cette réunion. Nous sommes tous ici présents pour une déclaration de candidature pour les législatives 2017. Voilà. Donc nous sommes entourés ici de Daniel Lefort, Dominique Ronga, sont des Verts, ma suppléante, ensuite Roland Rouillère et Marianne Bastin, ma suppléante. Voilà. Donc je vais laisser la parole en premier lieu. J'aimerais d'abord remercier mon équipe de campagne, notre équipe de campagne, Bernard, Annie, Juliette, Patricia, toutes les personnes, Monique, toutes les personnes qui nous ont aidés, Nicole. Alors excusez-moi si j'oublie des noms, mais en tous les cas, toutes les personnes qui m'aident durant cette campagne et qui m'aideront encore et qui sont un véritable soutien pour moi et pour notre équipe. Voilà, donc ça c'est la première chose que je voulais dire et je les remercie du fond du cœur. Voilà, donc je laisserai la parole dans un premier temps à ma suppléante, dans un premier temps, je vais te laisser la parole parce que les rôles vont être un petit peu rétribués à chacun. Vous savez que Marianne Bastin est infirmière à l'hôpital de Verdun et particulièrement spécialisée sur les problèmes de la désertification au niveau de l'hôpital de Verdun et des campagnes. Voilà. Donc je te laisse la parole en un premier temps. Donc, très intéressé et passionné par le devenir de l'hôpital public. Donc j'avais prévu de vous parler essentiellement de l'hôpital public et de la santé en général publique sur notre territoire, puisque nous sommes sur la Meuse. Donc on sait que l'hôpital public tel qu'on le connaît actuellement, c'est une combinaison entre le soin, l'enseignement et la recherche, marquée du sceau de la solidarité et qui devrait échapper au mécanisme du marché. Mais on entend depuis près de 40 ans des choses absolument horribles sur l'hôpital, trop cher, trop cloisonné, pas efficace, et surtout il y a trop d'hôpitaux. Ces propos sont meurtriers. Il demeure qu'aujourd'hui, dans notre pays, les derniers sondages d'opinion réaffirment l'attachement de la population à l'hôpital public, avec des inquiétudes, notamment sur la dégradation et la conscience que les hôpitaux manquent de moyens. Un petit peu d'histoire pour rappeler quelques dates essentielles. En 1958, c'était la création des centres hospitaliers universitaires et a suivi en 1960 la création de la psychiatrie de secteur. Ça a son importance justement pour les territoires. La loi de 1970 pose les jalons d'un système hospitalier en reconnaissant le secteur privé à côté des hôpitaux publics et instaure la carte sanitaire, un secteur de 80 000 habitants, pour autoriser un plateau technique. La loi de 1991 pointe les coûts hospitaliers. Cela entraîne la fermeture des petites maternités, pas assez rentables. C'est l'organisation de la maîtrise des dépenses de santé. Les réformes hospitalières qui vont se succéder concernent autant l'environnement, l'encadrement financier des hôpitaux que leur mode de gestion et de fonctionnement. Les ordonnances Juppé, la loi Douste-Blazy et l'avant-dernière, la loi Hôpital-Patient, Santé et Territoire, suivie par la loi Touraine de l'année dernière. Elle est dite de modernisation de notre système de santé, mais elle s'inscrit dans la continuité de toutes ces lois. Sans complexe, la vision libérale et comptable des soins trouve sa déclinaison logique dans cette loi qui impose les groupements hospitaliers de territoire. C'est une déstructuration massive de notre système de santé publique. La mise en place des GHT privilégie les structures privées. On le voit en particulier chez nous à Bar-le-Duc avec l'installation de la clinique privée sur le site même de l'hôpital public et l'installation juste en face d'un cabinet d'analyse médicale privé. Les groupements hospitaliers vont progressivement effacer les 2200 hôpitaux de proximité publique qui œuvrent actuellement sur le territoire. Et leur mise en place est effective depuis juillet 2016. Ainsi, après avoir organisé l'étranglement financier des établissements avec la tarification à l'activité,
C'est le démantèlement du système hospitalier qui est visé. Les dispositions financières prises ces dernières années concourent à leur appuyer sur la tête. Pour résumer l'essentiel, les groupements hospitaliers de territoire s'inscrivent dans un rythme accéléré de baisse des dépenses d'assurance maladie. En attestent pour les hôpitaux les quelques 3,5 milliards d'économies pour 2017. Ils sont attendus. Il faut saluer la lucidité et la combativité de certaines communautés de psychiatrie publique qui, avant la signature des conventions de regroupement, se sont mobilisées et, dans certains endroits, ont même réussi à mettre en échec la mise en place des groupements. L'hôpital ne peut pas être considéré comme une entreprise et n'a pas vocation à être rentable. Une médecine publique de qualité est un choix de société, un investissement pour lequel une société engage les moyens nécessaires. Les groupements hospitaliers de territoire sont une véritable imposture. La loi est pour le moins inopérante à transformer si profondément la réalité. Les besoins de proximité, les besoins de qualité et de sécurité, les besoins de coopération sont présents partout. La démocratie sanitaire est en panne. En atteste ce qui se passe sur le terrain. Les agences régionales de santé qui décident, avec une poignée de cadres de direction, laissent l'immense majorité des soignants, des médecins et des personnels techniques et administratifs dans l'ignorance totale, alors que ces derniers sont concernés par les premiers regroupements. Et je ne parle pas ni de la population, ni des élus. Les conséquences pour la population sont graves. Allongement des délais d'accès aux spécialités et aux services d'urgence. Suppression de certaines activités de soins de proximité. Création de grands centres hospitaliers qui n'arriveront plus à répondre aux besoins des populations. Mise en place d'un système de santé à 2 vitesses, avec les patients qui pourront payer et qui seront rapidement pris en charge par le secteur privé et les autres qui attendront. C'est un déni de démocratie, une remise en cause de la proximité, une finalité financière avec des établissements qui sont des bras armés des agences régionales de santé. Il faut les combattre. Ils n'ont comme seul objectif que la refonte globale de l'offre de santé. La droite l'a bien compris, puisqu'elle propose, en toute logique, d'intégrer au groupement hospitalier les établissements privés. Nous ne refusons pas une réforme du système de santé, mais elle doit être pensée en fonction des besoins des populations et non sur des résultats comptables, et elle ne doit pas augmenter l'activité du privé. Nous avons besoin d'une vision large, prospective et partagée pour repenser le système de santé et l'hôpital public, pour répondre aux besoins de santé d'aujourd'hui et de demain. Comment affronter le développement intolérable des inégalités sociales, du vieillissement de la population, le développement des maladies chroniques, le développement des technologies biomédicales et du numérique. Les attentes de la population et des professionnels nous invitent à mettre en chantier un véritable projet politique. Il faut revivifier les missions de service public pour questionner la place de l'hospitalisation dans l'évolution du soin. Repenser de véritables coopérations interhospitalières sur la base de la continuité des soins, replacer l'hôpital de proximité dans un maillage de services de santé publics avec un réseau de centres de santé. Autant de questions, d'exigences qui doivent retrouver une logique de mobilisation, de créativité et de démocratie à tous les niveaux. La santé est le témoin du choix de société que l'on fait. Les déserts médicaux, le désert des services publics. La présence de structures de soins de santé primaire ne peut être déconnectée de la disparition des autres services publics, dans trop de campagnes, dans trop de banlieues. Un cercle vicieux à casser. Le manque de médecins est un frein au développement économique, mais les médecins ne souhaitent souvent pas s'installer là où il n'y a plus ni poste, ni collège. Alors, mais pourquoi on en est arrivé là ? Alors, dans une étude, le gouvernement tombe le masque et estime que cette réforme se traduirait par 400 millions d'euros d'économies sur 3 ans. 270 millions au titre de la réduction du coût du fonctionnement technique et administratif. 50 millions au titre d'une réduction du recours à l'intérim médical et 38 millions au titre d'une réduction du nombre de gardes et d'astreintes.
Il ne s'agit plus de répondre aux besoins de la population, mais de réduire les dépenses de l'assurance maladie au détriment de la qualité des soins. Et les ordonnances, puisqu'on entend beaucoup parler du fait que le gouvernement va établir des ordonnances. C'est particulièrement inquiétant. Plusieurs articles autorisent le gouvernement à légiférer par ordonnance. Les parlementaires qui ont voté cela se dessaisissent de leur rôle de législateur et laissent le gouvernement décider sans contrôle démocratique. C'est un recul démocratique considérable. Les sujets ainsi abandonnés ne sont pas mineurs, ce sont des domaines divers qui vont ainsi concrétiser un recul des remises en cause statutaires pour les agents de la fonction publique, de la mise en place d'outils de concentration des activités de santé. Quelles mesures pour une politique de gauche? Nous proposons de reconquérir le remboursement par la sécurité sociale des soins prescrits, avec le retour à 81% dans un premier temps, puis à 100% pour tout le monde, pour les actes prescrits. Et bien entendu, dans les actes prescrits, il y a aussi la lunetterie, le dentaire, etc. Plutôt que des effets d'annonce ou des polémiques, il y a des mesures urgentes à prendre dans l'immédiat. Suppression des franchises et forfaits, notamment imposées par la loi Bachelot. Ce sont des prélèvements supportés par toute la population de manière injuste. Réelle suppression des dépassements d'honoraires, avec une revalorisation de la rémunération des médecins. L'encadrement décidé par la ministre n'a eu comme conséquence que d'inciter plus de médecins à pratiquer les dépassements d'honoraires. Attribution des moyens pour soutenir les centres de santé qui appliquent le tiers payant sans aide de la sécurité sociale ni de l'État. Si le tiers payant est vraiment une proposition à généraliser, il doit être d'abord financé par les structures qui l'appliquent depuis des années, mais aussi être généralisé. Véritable remboursement pour la lunetterie et les soins dentaires et l'audition, etc. Il faut en finir avec l'hypocrisie du montant scandaleusement bas du remboursement de ces soins. Arrêt immédiat des suppressions d'activités et des fermetures des lits dans les services de soins. Les centres hospitaliers actuels, les centres hospitaliers universitaires et les centres hospitaliers régionaux ne doivent pas être démantelés. Les établissements de proximité concourant au maillage du territoire doivent être défendus bec et ongle pour garantir les réponses aux besoins de santé de la population. Il n'est pas question pour nous d'exonérer la droite de ses lourdes responsabilités dans la casse de la santé publique. Notre opposition au projet actuel s'appuie sur la volonté d'une nouvelle loi qui remplacerait la loi Touraine. Il n'est donc pas question de laisser penser que notre position au projet actuel aurait des points communs avec la volonté de la droite de remettre en cause encore plus de services publics. Face à une telle attaque contre le système sanitaire, médico-social et social, il est indispensable de résister. C'est donc sur le terrain qu'il faut organiser la résistance. Le refus des injustices et des inégalités est au cœur du combat des députés communistes, Front de gauche, Europe Écologie Les Verts. Ils le portent dans leur vie de militants et d'élus, car pour eux, l'un ne va pas sans l'autre. La place des citoyens, leurs paroles, leurs actions sont, de leur point de vue, aussi importantes que les initiatives qu'ils prennent dans l'hémicycle. Pour eux, c'est là que réside la spécificité des députés communistes, Front de gauche, dans un va-et-vient permanent entre le terrain et les lois qu'ils défendent. C'est pour cela qu'il y a besoin de plus de députés, Parti communiste, Front de gauche, Europe Écologie Les Verts, une force qui porte une politique alternative et qui met en débat à l'Assemblée, comme dans le pays, des propositions qui rompent avec la logique actuelle. La spécificité des parlementaires communistes, Europe Écologie Les Verts, Front de gauche, est apparue clairement lors du débat budgétaire où ils ont été les seuls à s'opposer clairement aux exigences des marchés financiers tout en développant une autre logique pour sortir de la crise. C'est ce lien permanent entre terrain et institutions qu'ils s'efforceront de faire vivre et qui les conduiront à rencontrer les salariés menacés par des suppressions d'emplois, des cheminots en lutte contre la libéralisation du rail, des postiers en but à la logique de rentabilité, des agents EDF sur la maîtrise publique de l'énergie et l'avenir du nucléaire, ou encore les hospitaliers en lutte pour défendre l'hôpital public. Cette marque de fabrique des députés communistes constitue une nouvelle façon de faire de la politique qui doit sortir renforcée en juin prochain. Oui, il redevient possible d'envisager de reprendre la main sur les richesses du pays et leur distribution, sur le pouvoir économique et de le soumettre aux besoins humains et sociaux. Oui, il redevient possible d'envisager à court et moyen terme l'inversion de l'ordre établi.
Ce que nous visons, c'est la mise en mouvement de majorités d'idées et d'actions, de majorités électorales et populaires autour d'objectifs de changement clairs, de majorités agissantes, décidées à ne rien lâcher tant que ces objectifs ne seront pas atteints. Oui, ces majorités d'idées et d'actions sont possibles si les forces populaires s'en mêlent. Oui, peut devenir majoritaire contre les logiques d'austérité l'exigence d'une relance de l'activité fondée sur l'augmentation des salaires, la revalorisation du SMIC, des retraites, des pensions. Oui, peut devenir majoritaire la nécessaire reconquête de la retraite à 60 ans pour tous, financée par la mise à contribution des revenus du capital et de la spéculation. Oui, peut devenir majoritaire la proposition de nationaliser les grandes banques et de fonder un pôle public bancaire et financier en changeant le rôle de la BCE. Oui, peut devenir majoritaire l'exigence de réinvestissement massif dans les services publics. Oui, peut devenir majoritaire l'idée que travailler, étudier, se loger, se nourrir, se soigner, se cultiver sont des droits fondamentaux qui doivent être garantis à tous en toutes circonstances. Ce sont ces majorités d'idées, ces fronts de lutte qui constituent les conditions d'une politique de gauche.